Bonsoir à toutes et tous, merci d'être à la librairie Fauve ce soir. Je suis ravie de vous recevoir dans ce lieu qu'on aménage en fonction des rencontres. Il y a eu de la danse, il y a eu de la poésie. Ce soir, on débat, on pousse les tables, c'est très chouette. Je suis ravie de recevoir nos trois invités. Donc Mathilde Feld, qui aujourd'hui sera la modératrice d'Antoine Salpapou et de Adrien Clouet, pardon. Je suis très contente en fait d'accueillir ce débat à quelques jours, maintenant c'est plus semaine, des municipales créonaises et nationales. Et je suis très heureuse qu'on puisse faire une rencontre croisée entre deux livres. C'est des choses que j'aime bien faire, que j'aime bien entendre, parce que cette fois-ci j'ai la chance d'être l'auditrice de nos trois invités. La rencontre va durer à peu près 45 minutes pour celles et ceux qui m'ont posé la question. On aura ensuite un petit temps de questions et bien sûr un verre. Un petit verre où on sera en bas, on pourra discuter plus librement, on pourra avoir des super dédicaces. Et voilà, donc maintenant en scène, merci Mathilde, merci Adrien, merci Antoine, à vous. Merci à toi. C'est voilà, donc on a le plaisir d'accueillir ce soir à Créon donc Adrien Clouet, donc député LFI de Toulouse, c'est ça, entre autres. Et sociologue, chercheur, vas-y, présente-toi. Sociologue, chercheur. Très bien. Et Antoine Salpapou, donc qui est responsable de la formation à l'Institut de la Boétie, donc c'est l'Institut d'appui de la France Insoumise, qui pratique l'éducation populaire, enfin, donc je vais d'abord poser quelques petites questions à Adrien qui dévoile un petit peu son ouvrage, et puis ensuite je ferai la même chose pour Antoine. Donc Adrien, toi tu as rédigé ce livre suite à l'annonce tonitruante de notre bien-aimé Bayrou, qui avait annoncé donc vouloir supprimer 2 jours fériés. Donc même si on sait que c'était plus ou moins un subterfuge pour se donner des capacités de négociation ensuite avec un certain parti socialiste qui s'apprêtait à ne pas voter la censure, tu as voulu te pencher sur le sujet, et donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où viennent les jours fériés et quelle est l'histoire des jours fériés? Oui, merci beaucoup. Merci évidemment à la librairie pour l'accueil. Merci aux camarades et amis qui sont avec nous ce soir. Merci évidemment à Mathilde et Antoine de partager. Merci à mon éditeur Jean-Luc qui est juste là-bas. Ne répétez pas qu'un Toulousain a été publié à Bordeaux, ça me vaudrait des problèmes, mais on peut se le dire entre nous ici, mais ça ne sortira pas des murs. Bon, effectivement, tu l'as dit, ce petit livre, l'idée m'est venue l'été dernier, d'abord parce que, en tant que chercheur, j'ai toujours travaillé sur les questions de temps de travail, de temporalité sociale. Donc, c'est des sujets sur lesquels je bossais avant d'occuper ce mandat politique. Et donc évidemment mon sang a fait un tour lorsque j'ai écouté François Bayrou, c'est-à-dire, enfin j'ai mis sur YouTube en vitesse x2,5 pour réussir à suivre. Et malheureusement, du coup l'ouvrage est arrivé de manière un peu décalée, c'est-à-dire qu'on l'a terminé au mois de juillet, c'est-à-dire peu de temps après les annonces de Bayrou qui disait qu'il voulait remettre en cause 2 jours fériés annuels, à savoir le jour de Pâques et le 8 mai. Et Bayrou était déjà parti, était parti peu de temps après la sortie du livre. Et donc, heureusement pour tout le monde, les 2 jours n'ont pas été supprimés. Donc vous voyez que ce livre a eu un effet considérable. Il a suffi que le livre sorte pour que vos jours fériés soient maintenus. Donc c'est vous dire un peu l'enjeu. On a besoin de votre soutien à la France Insoumise, parce que plus vous nous aidez, plus on sort des livres, plus la Macronie recule et plus il tombe. Donc voilà, ça vous montre un peu que les idées des stylos papier ont un effet sur le monde réel tout à fait déterminant. Alors, donc effectivement, il s'agissait d'apporter une réponse qui ne soit pas qu'une réponse, on va dire, politique au sens des arguments politiques dans l'arène parlementaire. Ça, on peut le faire, évidemment, et riposter. Il s'agissait aussi de prendre un peu l'occasion d'avoir un recul sur ce que signifient des jours fériés dans une société, et dire que Pâques et le 8 mai ne font pas juste l'objet d'une défense de notre part parce qu'on a envie de rester au lit le matin, même si c'est pas très agréable et que je félicite celles et ceux qui le font, mais parce qu'il y a un sens profond à la notion même de jour férié, a fortiori dans un régime capitaliste. Je ne vais pas faire très long, j'arrive à ta réponse. Non mais, attendez, parce qu'elle a dit ça, après je me fais engueuler. Donc, bon. Et puis en plus je sais pas où on mange, donc si c'est pour qu'elle me rationne derrière, je fais gaffe. Bon, donc, il faut bien avoir en tête que
le capitalisme, si on voulait essayer de définir le rapport au temps, le capitalisme, c'est un régime de production qui est chronophobe, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec le temps. Et ce, à plusieurs égards. D'abord, le capitalisme est le premier régime de production où des gens travaillent qui compte les heures. C'est nouveau. Avant le capitalisme, les gens ne produisent pas selon un nombre d'heures défini. Les gens produisent selon ce qu'on a besoin de produire. C'est-à-dire que vous soyez à travailler la terre, vous travaillez par rapport à un besoin saisonnier et un objectif de production. Si vous êtes artisan, vous travaillez par rapport à un volume de choses à produire, des chaises, des tables, des bouquins. Mais l'idée que vous alliez au travail, un nombre d'heures donné, que vous en rentriez une fois les heures faites, c'est quelque chose d'assez récent, l'histoire de l'humanité. Parce que tout simplement, ça requiert le salariat. Tant qu'il n'y a pas de travailleurs salariés, vous ne travaillez pas à l'heure. Vous travaillez, vous êtes propriétaire de votre truc et vous produisez, et puis vous arrêtez de produire quand c'est fini. Et quand vous avez produit assez. Donc, le capitalisme est un régime qui pense le temps comme étant des heures de travail. Et ces heures de travail, deuxièmement, il tente de les chasser. C'est-à-dire, le capitalisme s'étend au fur et à mesure qu'il augmente le nombre d'heures travaillées. Et au fur et à mesure qu'il y a des populations nouvelles qui rentrent sur le marché de l'emploi, eh bien le volume d'heures augmente. Donc c'est un régime qui compte les heures, un régime qui chasse les heures, et c'est un régime qui comprime les heures, c'est-à-dire qui marche par l'intensification. C'est-à-dire le capitalisme, on produit aujourd'hui en 1 heure autant qu'on produisait en 12, 13, 14 heures il y a un siècle. Donc le capitalisme compte le temps, comprime le temps, chasse le temps et renouvelle sans cesse ses moyens, est un régime de révolution permanente. Le capitalisme est un régime où on renouvelle sans cesse la manière dont on produit. Donc, le rapport au futur est également un rapport d'incertitude. Bref, le capitalisme en fait pose un ensemble de questions sur le temps qui sont des questions importantes. Et face à cela, face à cette extension incessante du temps travaillé, des heures travaillées, eh bien, il y a des organisations sociales comme celle des jours fériés qui viennent, sur lesquelles vient buter le capitalisme. Des espaces, des moments où une société se dit qu'il y aura des temps libres qui sont communs aux membres de la société, qui ne sont pas liés au marché, qui ne sont pas liés au choix individuel. C'est pas juste une libre appréciation où au début de l'année vous dites combien de jours je pose, c'est vos congés payés. Mais à côté du congé payé qui est individuel, c'est pas un droit le congé payé parce qu'il se négocie avec l'employeur, mais qui est une prérogative individuelle de poser des congés, eh bien il y a des moments collectifs qui sont des jours fériés. Et dans ces jours fériés, des jours parfois chômés, par exemple le 1er mai qui est un jour chômé, c'est-à-dire, sauf exception dûment définie par la loi ou pas, eh bien vous ne travaillez pas le 1er mai, ou alors si vous travaillez, vous avez 100% d'indemnisation salariale. Bref, les jours fériés donc sont, on va dire, un moment qui fait obstacle dans le capitalisme. Et ces moments-là de jours fériés, évidemment, ils ont une très longue histoire. La question des jours fériés, elle remonte à l'Antiquité. Dans la Rome antique, il y a eu des années avec 160 jours fériés. Ça faisait beaucoup. Après, les jours non fériés étaient très très longs par ailleurs, mais il y avait jusqu'à 160 jours fériés. Et on sait que dans le haut Moyen-Âge, pour des raisons religieuses, il y avait un nombre de jours fériés bien supérieur à aujourd'hui. On pouvait avoir aussi jusqu'à 50 jours fériés au Moyen-Âge. Après, il n'y avait pas les congés payés. C'était des manières différentes de concevoir le temps, un temps qui était uniquement collectif. Mais il y avait des jours fériés au Moyen-Âge très importants. L'idée d'avoir des jours fériés laïques, c'est des jours fériés qui sont fondés sur des valeurs collectives qui ne sont pas religieuses, c'est quelque chose qui est véritablement posé à partir de la Révolution française. J'ai fait une petite liste dedans, mais c'est vraiment un moment, la Révolution française, c'est l'Assemblée constituante, dès le début de la Révolution, elle proclame 2 jours fériés en hommage à l'adoption d'une constitution à caractère républicain. Et si on va un peu plus tard, sous la Deuxième République, donc 1848, c'est le moment peut-être le plus important, puisque le 24 février, il est férié en moment de la proclamation du régime. Le 4 mai, il est férié en hommage à l'adoption parlementaire du nouveau régime. Le 17 avril, il est férié pour convoquer une revue militaire. Le 20 avril, il y a une fête de Concorde. Et il y a un décret ultérieur, le 6 juillet, qui commémore les victimes du soulèvement de juin. Bon bref, on voit que les régimes républicains utilisent le jour férié non pas comme un moment de temps libéré pour vous reposer, mais comme un moment pour rassembler les gens pour des raisons politiques. L'idée est de dire, il s'est passé quelque chose d'important, il faut vous en souvenir, et donc il y a des affiches collées partout sur les murs pour dire on commémore les victimes de telle chose, on commémore la Constitution, on commémore tel événement, tel événement, tel événement. Donc le jour férié moderne, contemporain en France, il apparaît pour des raisons politiques collectives, de rassemblement des gens autour de valeurs communes. C'est ça l'idée initiale de ces régimes-là.
ça va connaître, je vais revenir dessus, une longue histoire évidemment, avec une évolution. Mais il faut bien avoir en tête que, contrairement à ce qu'a pu dire M. Bayrou à l'époque, tous les jours fériés qui existent aujourd'hui sont des jours qui ont une signification à caractère politique ou économique, y compris des jours comme par exemple Pâques. Pâques n'est pas, dans le régime français depuis 1886, Pâques n'est pas férié pour des raisons religieuses. Déjà parce que la messe c'est la veille, c'est pas le lundi, mais admettons. Pâques est férié pour une raison très simple, c'est un lobbying, c'est la petite histoire ça, des chambres de commerce et des banques qui disent, puisque les autres pays pour des raisons religieuses l'ont férié, nous on ne fait rien le lundi de Pâques, donc autant férier. Et c'est la raison pour laquelle c'est férié en 1886, Pâques. C'est pas que les gens ont des raisons religieuses, c'est qu'ils disent en fait on peut pas bosser. C'est le jour où on peut rien faire parce que les marchés financiers sont coupés. Parce que la place forte de Berlin et la place financière de Londres ne travaillent pas dans le moment de Pâques, notamment chez les protestants, parce qu'il y a d'autres jours, donc autant que nous aussi. On arrête. Donc c'est des raisons comme ça qui vont conduire à l'adoption de jours laïques. D'ailleurs, il faut bien avoir en tête, hein, parce que Bayrou nous dit attention, c'est religieux, c'est pas religieux, notamment en 1886, c'est-à-dire ils ont fait le mariage civil 2 ans avant, ils feront l'enterrement civil 2 ans après. Hein. C'est l'époque des régimes républicains assez laïcards, et donc s'ils font pas communieux, c'est pas parce qu'ils ont changé d'avis. À un moment donné, c'est vraiment parce que ça arrange tout le monde et que c'est plus simple pour faire des crédits. Bon, avec la banque. Et dès le début, à chaque fois, ces jours fériés connaissent une hostilité, une opposition patronale, radicale et incessante. Il y a même quelque chose qui est assez intéressant parce qu'ils sont même numérisés en ligne sur le site de Gallica, et publié à partir de 1889 le bulletin de la Ligue populaire pour le repos du dimanche, qui est un bulletin qui en fait fait des listes de patrons qui n'ont pas respecté le jour férié. Avec l'adresse et tout, quoi. Ils disent au 32 rue des Quais à Nantes, les gens ont travaillé le jour de Pâques alors que c'est pas légal, et puis à tel endroit, les gens ont travaillé le 14 juillet, etc., etc. Donc, vous avez une mobilisation populaire qui se fait par des logiques, on va dire, de mettre la honte aux employeurs, par la publication de revues populaires, disant attention, là c'est pas respecté, c'est pas respecté, c'est pas respecté, etc. Donc c'est une lutte. C'est une lutte, et cette lutte vraiment, c'est une lutte d'abord pour la réunion politique des gens. De 1848 à 1900. Ensuite, le mouvement ouvrier embraye. Le mouvement ouvrier, il rentre dans la logique du jour férié à partir de 1900. Avant, le mouvement ouvrier, il défend plutôt la baisse du temps de travail dans la semaine, plutôt que les jours fériés. Mais il rentre dedans à partir du XXe siècle et il se mobilise. Il comprend que c'est une des modalités pour baisser le temps de travail, les jours fériés, et donc il les appuie. Il y aura d'ailleurs le moment très connu, alors c'est pas le jour férié, mais pour le travail le dimanche, c'est évidemment une convergence entre la CGT et l'Église catholique. Donc des forces et d'habitude sont très hostiles à l'époque, mais convergent là-dessus. Donc le mouvement ouvrier s'appuie sur ces revendications. Et les jours fériés deviennent vraiment un enjeu plus symbolique à partir de 1945. C'est là que la bourgeoisie française s'est faite aux jours fériés. Elle arrête de les contester. 1945, ils acceptent qu'il y a des jours fériés en France. Même la droite française cesse de dire qu'il faut virer les jours fériés. En 1945, c'est bon, ça donne du patrimoine collectif. Et donc, la bataille se déplace aussi sur le sens des jours. Il y en a un qui est très drôle à cet égard, c'est le 8 mai. Donc, Bayrou menaçait également. Parce que le 8 mai, donc, en 1946, il est férié, mais un dimanche. Donc, il y a d'ailleurs une contestation très forte. Les associations d'anciens combattants disent pourquoi la Première Guerre mondiale, eux, ils ont le jour férié, et pas la Seconde Guerre mondiale. Donc, grande lutte. Il y a des pétitions importantes. En 1953, finalement, ça devient un jour férié, mais pas chômé. C'est vraiment ce qui était revendiqué. En 1959, ça rebascule le dimanche. Retour au pouvoir de De Gaulle, l'année d'avant, 1958, et De Gaulle veut que la date importante soit le 18 juin et pas le 8 mai. Et donc, il invisibilise le 8 mai en la foutant un dimanche. En disant comme ça, bon, ce sera un peu plus discret, etc. Et il ouvre le mémorial d'ailleurs du Mont Valérien un 18 juin, et pas le 8 mai. Contrairement à ce que demandent les associations d'anciens combattants. Puis, en mai 68, ça redevient le 8 mai, qui est effectivement un jour qui est à nouveau férié. Mais alors, personne ne s'en rend compte parce qu'on est en plein mai 68, donc ils veulent acheter en disant on est en mai 68, ils disent c'est férié, tout le monde s'en fout parce que tout le monde fait grève de toute façon, donc c'est réglé. Mais c'est un truc qu'ils tentent de lâcher au milieu de mai 68, que tout le monde a oublié d'ailleurs. Et en 75, c'est resupprimé parce que Valéry Giscard d'Estaing dit il faut se réconcilier avec l'Allemagne, donc on vire les jours fériés. Super, ça donne vachement envie de se réconcilier. Bref. Et en 80, François Mitterrand rétablit un jour férié de 8 mai 80. Voilà, pour donner un peu une idée hein, des histoires là. Donc les jours fériés ne sont pas des héritages tranquilles sur 200 ans. C'est des luttes sociales qui sont menées pour chaque jour de la semaine. Et aujourd'hui en France, on en a donc 11 des jours fériés dans l'année, ce qui est en dessous de la moyenne européenne. Contrairement à ce que dit François Bayrou, la moyenne européenne c'est 12. La France en a 11. Nous sommes en dessous. Donc si vous voulez s'aligner sur l'Europe, il faudrait qu'on crée un nouveau jour férié. D'ailleurs, ce qu'on propose nous à la France Insoumise, c'est d'avoir un jour férié pour commémorer les luttes
qui ont mené à l'abolition de l'esclavage en France. Bon, c'est ce qu'on défend de notre côté. Donc on a 11 jours fériés. On pourrait se dire peut-être que, en fait, c'est à cause des congés payés que les Français travailleraient moins que les autres. Mais c'est faux. Et si vous ajoutez jours fériés et congés payés en France, c'est 36 jours par an. Donc 25 jours de congés payés, 11 jours fériés. On est à 36, ce qui est là aussi en dessous de la moyenne européenne qui est à 38, avec des pays comme Malte ou l'Espagne qui montent à 44. Si on additionne jours fériés et congés payés. Alors peut-être qu'on travaille pas les mêmes amplitudes horaires par jour. Après tout, si on fait beaucoup de jours par an, peut-être que les Français font rien, vous le savez. Vous allez au boulot quoi, à 11h30, à 13h c'est fini, et vous rentrez chez vous. C'est possible. Donc il faut peut-être... Mais d'ailleurs c'est ce qu'elle fait à l'Assemblée. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est ce qu'on fait à l'Assemblée, on bosse pas, on arrive à 11h30, on mange, on voit nos équipes et puis on rentre quoi. Puis on va boire un coup à la buvette et puis c'est fini. Non, mais ça, il y en a, il y a même un groupe pour ça, ça s'appelle le RN. Bref, mais si on compte les heures, les Françaises et les Français, ils travaillent par an 1491 heures en moyenne. 1491 heures de travail annuel déclaré. Les Allemands, par exemple, c'est 1300. Donc même si on prend les volumes horaires par an que vous travaillez, vous êtes au-dessus des Belges, des Hollandais, des Allemands, des Espagnols et de tous les pays scandinaves. Donc il n'est pas vrai qu'il y a un problème en France avec les jours fériés. Alors il y a un problème avec les jours fériés, c'est qu'il n'y en a pas assez, et que Beyrouth ne sait pas à quoi il sert. C'est un problème. Mais le problème a été résolu puisque Beyrouth est parti, et que je suis en meeting jeudi prochain à Pau pour le faire sortir définitivement, y compris de sa mairie. Donc, comme quoi, on fait tout ce qu'on peut. Voilà. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est le pays d'Europe, la France, dont le temps de travail baisse le moins. Depuis que Macron est arrivé, en 2017, le temps de travail annuel a baissé de 1,5% en France. Il a quasiment stagné. Pendant ce temps-là, dans les pays voisins, et européens, Allemagne, Finlande, Irlande, Islande, ils ont vu une baisse, eux, de 10%. Et la plupart des pays européens voient logiquement le temps de travail diminuer. Ce qui est normal, on est plus productif, on produit plus en une heure aujourd'hui qu'il y a 20 ans, etc., etc. Donc beaucoup de pays européens voient le temps de travail baisser, ce qui est quelque chose d'assez naturel. Les pays où le temps de travail augmente, il y a de mémoire la Corée du Nord, peut-être exemple de M. Bayrou, et il y a quelques pays évidemment en crise économique et financière grave. Bon. Donc soit on est en crise économique et financière grave, on n'est pas au courant, soit en fait il va juste nous exploiter jusqu'au trognon. Mais ça on reviendra peut-être sur les questions suivantes. C'est une excellente transition. J'essaye. Si, je travaille les transitions. Voilà, donc là tu vas essayer de me répondre de façon un tout petit peu plus concentrée. J'étais hyper concentré là. J'ai fait une erreur grossière, c'est que je n'ai pas pris mon téléphone, donc je ne peux pas te chronométrer. Excellent. Donc, voilà, excellent. Ne lui dites pas que j'ai le mien avec moi. Mais par contre on va me faire des petits signes, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire aussi, Bayrou a présenté cette mesure comme étant une nécessité d'ordre économique. Oui. Donc la nécessité d'ordre économique, toi tu dis que c'est surtout d'exploiter gratuitement les travailleurs. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement, tu étais en train de partir là-dessus, ce mécanisme d'arnaque sociale, un petit peu, comment ça fonctionne? Oui, donc François Bayrou a évidemment utilisé un argumentaire qui est un argumentaire qu'on pourrait qualifier de pseudo-scientifique. C'est-à-dire il mobilise des concepts rationnels, PIB, productivité, revenus, valeurs, mais il les emploie d'une manière qui n'a absolument aucun sens et qui n'a absolument aucun fondement. Donc ça marche pour quelques gogos dans une conférence de presse à Paris, c'est-à-dire des journalistes économiques, quoi, mais en général ça ne marche pas pour les gens qui travaillent. Donc on va essayer de revenir un petit peu dessus. François Bayrou a dit très rapidement, dès le début, cette histoire va rapporter 4 milliards d'euros. L'idée de travailler 2 jours de plus rapporterait 4 milliards d'euros. Premier hic, c'est que personne ne sait d'où vient le chiffre de 4 milliards d'euros. Il y a eu des calculs faits à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui réunit une cinquantaine de pays, qui fait des analyses économiques, notamment sur le temps de travail, la productivité, etc., qui, en s'appuyant notamment sur le jour de la Pentecôte, a calculé qu'un jour férié en moins, c'était 1,5 milliard de production en plus. Donc on est très loin des 4 milliards. Et même si c'était 4 milliards, même si c'était ça, ça voudrait dire que ça rapporterait plus 0,6% de ressources à la sécurité sociale. Et même pas 1% des ressources de la sécurité sociale. C'est absolument rien du tout. Je dirais même plus, ça nous apporte une information très utile. C'est que si son chiffre est vrai, ça veut dire que l'ISF, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur les grandes boîtes, et l'impôt sur les fortunes mobilières, représentent de quoi payer 9 jours fériés aux gens. Dans ce cas-là, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut très facilement s'offrir 9 jours fériés. Si on fait payer un peu les riches.
Puisque l'ensemble de ces impôts-là, je viens d'évoquer, c'est 11 milliards d'euros. Donc on peut se payer 9 jours fériés tous ensemble. Très bonne nouvelle. Après, l'argumentaire de Bayrou était tout à fait étonnant, puisqu'il vous a expliqué, peut-être que vous vous souvenez, je ne sais pas si certains avaient écouté un peu à cette époque-là la conférence de presse de Bayrou. Il disait, mais c'est pas grave, je veux dire, il n'y aura aucune perte, puisque c'est des jours pour lesquels vous allez continuer à être payé. Oui, mais c'était déjà le cas en fait. Enfin, si, par exemple, quand on dort, on ne va pas vous retirer le temps de sommeil de votre salaire, généralement. Voilà, vous êtes payé, vous avez vos heures de travail, on ne va pas vous retirer du temps, on ne va pas vous retirer des salaires parce que vous faites autre chose le reste du temps, vous ne travaillez pas. Mais il vous a expliqué qu'il n'y a pas de baisse. Mais donc, si vous dit le salaire ne baissera pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas augmenté. C'est-à-dire que vous allez bosser 2 jours de plus à salaire constant, donc votre salaire baisse. C'est-à-dire que votre salaire horaire va évidemment baisser. Puisque, aujourd'hui, le nombre de jours ouvrables par an, c'est à peu près 250 jours. L'année dernière, c'est 251. Pardon, ouvrez. Vous avez vos 25 jours de congés payés. Donc vous les retirez, il y a à peu près 225-226 jours de travail effectif par an. 225-226 jours. Si vous passez de 226 à 228, vous augmentez de 1% le temps de travail. Et si votre salaire ne bouge pas et que vous travaillez 1% de plus, vous avez baissé de 1% votre rémunération par heure. Donc toute cette histoire sert à faire une taxe privée, enfin publique, ça va faire une taxe publique sur les salaires, de 1%. C'est ça le sens profond de cette histoire, c'est une taxation de 1% sur vos salaires. Et même pire, 1% dans le meilleur des cas. Parce que plein de gens sont dans des métiers qui ont des conventions collectives. Tout le monde voit ce que c'est, une convention collective, c'est un accord général dans un secteur. La chimie, la métallurgie, la sécurité, le BTP, la restauration, les métiers du livre, pour ce soir, etc. Et bien, par exemple, si vous bossez dans le BTP ou la sécurité, la convention collective, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le 8 mai et le jour de Pâques, ben, vous êtes payé à vous êtes doublement payé, vu que c'est un jour férié. C'est-à-dire que si c'est plus un jour férié, c'est pas juste que vous n'êtes pas payé, c'est que vous serez payé une journée ordinaire. Donc c'est pas 1% de baisse de salaire, c'est 2% pour les métiers les plus concernés par le travail des jours fériés. Restauration, sécurité, ça. Donc en réalité, c'est 2% de baisse de salaire. C'était prévu par François Bayrou. Voilà, c'est ça ce qui se passe réellement derrière la mise en procès des jours fériés. C'est une réduction de 2% du niveau des salaires. Et on voit bien des contradictions. Je vais en citer 2. J'en citer 3. D'abord, une contradiction. La première contradiction, c'est celle consistant à baisser le salaire des gens pour ouvrir des magasins. Mais si le salaire baisse et que les magasins sont ouverts, qui va acheter? Première interrogation quand même assez évidente. C'est-à-dire, si on produit plus, parce que là il y a une confusion entre travailler et produire. Le but de travailler, c'est de produire. Si le but était juste de travailler, on irait creuser des trous et les reboucher. C'est du travail. Mais si le but est de produire des choses utiles, vous travaillez une journée de plus, ou 2. Vous produisez des choses. Mais vous n'êtes pas plus payé. Personne dans le pays n'est plus payé pour ces 2 jours en plus. Ben, quel moyen de pouvoir d'achat existe pour acheter les produits de ces 2 jours supplémentaires? Il y a une contradiction instinctive, intrinsèque dans cette mesure-là. Deuxième contradiction, c'est un débat interne au capital. Les jours fériés sont des jours dans lesquels le temps est socialement marqué, c'est-à-dire l'usage du temps un jour férié n'est pas le même que l'usage du temps un jour non férié. Déjà parce qu'il y a parfois des phénomènes de pont qui font que les gens ont 3 jours en fait dans le jour férié, voire 4 parfois quand c'est par exemple un jour férié le mardi et qu'il y a un pont samedi, dimanche, lundi, mardi. Et ces jours de pont sont en fait les moments numéro 1 d'accumulation du capital dans le secteur du loisir, de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture et du tourisme. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que le monde patronal, les fédérations patronales dans ces secteurs-là étaient vent debout en disant mais c'est terrible. Parce que, par exemple, j'en prends une fédé, moi j'avais échangé avec eux sur les locations de véhicules. Ils disaient mais en fait, nous, les années, quand les jours fériés tombent en milieu de semaine ou quand ils tombent de pont, on voit la différence. Ils disent pour nous c'est des emplois en plus ou en moins. Parce que les gens ils vont dépenser parce qu'ils bougent. Donc ils vont louer une bagnole ou ils vont pas louer une bagnole. Et ça, c'est des milliers d'emplois qui jouent dans le pays aussi. Donc il y a un enjeu de savoir comment utiliser le pouvoir d'achat de la population. Et lorsqu'il y a des jours fériés, eh bien les gens dépensent différemment leurs sous. Et ils font vivre des secteurs qui sont en danger dans les années où il y a moins de jours fériés. Ça, c'est un premier point qui est important. Et le deuxième, c'est qu'il y a un rapport de classe là-dedans. C'est que les jours fériés sont souvent utilisés pour se déplacer ou pour avoir une mobilité économique par les cadres supérieurs. Et si je caricaturais, un jour férié, c'est un jour où des cadres parisiens... Comment? C'est pas ton genre. C'est pas mon genre. Non, mais je veux dire, alors je reprends. Si je simplifiais,
Non mais simplifié, c'est le jour férié, c'est un jour où des cas de sup ont un pouvoir d'achat qui est utilisé dans des territoires plus périphériques, notamment pour du gîte, de l'hôtellerie, des déplacements, etc. En fait, c'est une redistribution aussi sur les territoires, le jour férié. C'est-à-dire les territoires où il y a des populations de 30-50 ans qui ont un haut revenu, vont en fait distribuer une partie de ce revenu dans des zones où les populations sont un peu plus âgées ou un peu plus jeunes, et sont des zones d'accueil de longs week-ends, etc. En fait, il y a aussi une distribution du revenu entre classes sociales qui se joue pendant le moment des jours fériés. Et supprimer les jours fériés, c'est maintenir les gens sur leur territoire à eux, et en gros, c'est faire que les Parisiens dépensent à Paris. Alors que c'est un vrai enjeu, il y a plusieurs milliards d'euros qui sortent de Paris à chaque fois qu'il y a des jours fériés. Je prends Paris, mais des grandes métropoles sont implicables sur cette logique-là aussi. Voilà, c'est juste pour donner un peu ces différents enjeux, c'est donc un rapport de classe qui se joue dans la lutte autour des jours fériés. Écoute, c'est très bien. Là encore, tu as assuré la transition, puisque on va maintenant, la dernière question, ça va être un peu sur le temps libre, justement, le temps de loisir. Donc, tu l'as dit, pour toi, c'est un moment particulier du calendrier, dans la mesure où ça se distingue d'un jour de congé. Et ça m'a fait réfléchir évidemment sur l'importance du temps libre comme clé un peu de la révolution citoyenne qu'on voudrait voir advenir. Et donc, tu peux nous expliquer un petit peu la différence, tu l'as déjà un peu décrit, mais rapidement la différence entre un jour de congé et bien sûr. Précisément un jour férié. Bah, le jour férié, il a vraiment une spécificité, c'est qu'il a deux caractéristiques. Un jour férié, c'est un jour d'abord qui est prévisible, et c'est un jour qui a une récurrence. On sait au début de l'année quels seront les jours fériés. Donc c'est un jour qui est propice à la planification familiale, d'activités, d'événements, de déplacements, etc. En cela, il a une caractéristique par rapport au congé payé, qui discute avec l'employeur, qui peut accepter ou refuser. Donc, premier élément, le jour férié, c'est quelque chose qui se voit dans le temps long et qui se répète d'année à l'autre. Deuxième élément, c'est qu'il a un caractère de synchronicité. C'est-à-dire que le jour férié est le même pour tous les habitants d'un même espace juridique, souvent un espace national. Mais un espace juridique, pas que d'ailleurs, parce qu'on sait que le 8 mai peut être un jour férié transnational, par exemple. Donc il n'est pas uniquement réduit à l'espace national français. Et après, on a le 9 mai, c'est un peu plus loin, en Europe de l'Est, à partir de la Hongrie et d'autres pays, c'est le lendemain, le jour férié. Mais vous avez comme ça donc un caractère prévisible, un caractère synchrone. Et ça a donc des conséquences sur l'usage concret qui en est fait. Là, je remets un peu la casquette aussi sociologue, anthropologue, mais on sait qu'il y a des usages particuliers des jours fériés. D'abord, on sait que le jour férié, c'est un peu le jour, si je devais donner un terme, c'est un peu le jour des amitiés. Et on sait que c'est un des jours de l'année, le jour férié, qui est le plus mobilisé par les gens pour les moments collectifs avec soit le voisinage, soit les amis, notamment quand il y a des amis en déplacement. C'est le moment où on peut faire 1 heure de bagnole pour aller voir des gens, où on se déplace avec les enfants aussi, etc. etc. C'est vraiment un moment dans l'année où on voit dans les enquêtes INSEE que se concentrent les sociabilités de ce type-là. Et puis, c'est un moment évidemment de repos, mais en cela il ne se distingue pas forcément des jours de congés payés qui peuvent être aussi utilisés pour le repos. C'est un jour bien sûr, je le disais avant, qui est dédié à des activités de loisirs assez régulièrement. D'ailleurs une contradiction, c'est-à-dire que des magasins sont ouverts, notamment les activités culturelles sont ouvertes les jours fériés pour que les salariés puissent utiliser leurs jours fériés, mais au détriment d'autres salariés. Évidemment une des contradictions de la question des jours fériés, et qui invite évidemment à repenser la capacité des salariés à pouvoir bénéficier de jours chômés au long de l'année et avoir une rotation sur ces jours-là, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui subissent des activités d'astreinte, on va dire, au profit de l'ordre social des autres. Et puis, c'est le jour familial également, notamment vis-à-vis grands-parents, petits-enfants. C'est un jour qui est assez marqué par ces échanges intrafamiliaux. Et là aussi, ça amène une contradiction très forte, c'est que vous avez parfois des suppressions de jours fériés, je pense à celui de la Pentecôte, qui se justifie par le financement de la sécurité sociale et de l'assurance, enfin de la dépendance et de l'autonomie. C'est-à-dire on a viré, enfin Raffarin a supprimé le jour de la Pentecôte pour dire ce jour-là vous allez travailler, ça financera la Caisse nationale de l'autonomie, qui financera les EHPAD, et donc vous avez des gens qui au lieu d'aller voir leurs grands-parents, financent leur EHPAD. En fait, c'était un des jours marquants pour aller voir les grands-parents, mais du coup vous n'allez plus les voir, mais vous payez pour qu'ils aient quelque chose en EHPAD. C'est quand même assez étonnant d'avoir remplacé le moment familial collectif par un moment où on travaille, soi-disant, au nom des EHPAD. Donc ça pose là aussi un certain nombre de questions. Et tout ça se situe voilà, dans un moment du capitalisme où le temps libéré est une question importante. Et je fais bien la distinction entre le temps libre et le temps libéré. Parce qu'il y a le temps libre, c'est-à-dire le temps qui est un temps en dehors de l'activité professionnelle, mais le temps libre n'est pas forcément le temps libéré. Parce que dès lors que vous avez soit des charges, des choses à gérer, soit du travail administratif, je pense aux personnes par exemple qui sont dans des logiques
de devoir remplir des formulaires bureaucratiques, des allocations sociales, etc., qui peuvent passer en fait leur journée à remplir des formulaires de demande de X ou Y choses. Donc travail administratif, vous avez l'ensemble du travail administratif privé. Parfois, de manière croissante, les journées libres de la population sont consacrées à gérer des demandes de l'assurance, de la téléphonie, le renouvellement de la carte vitale. C'est des choses en fait qui, au cours du XXe siècle, ont pris un temps fou. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui perdent 2-3 jours par an en fait, si on additionne. Vous perdez des jours dans l'année à faire du travail bureaucratique pour des choses qui devraient être évidentes et accessibles, mais pour lesquelles les obstacles servent à éliminer une partie de la population qui n'y a donc plus accès parce qu'elle n'a pas le temps de s'y consacrer. Et donc il y a une lutte qui, je pense, faut bien distinguer la lutte pour le temps libre et celle du temps de travail et de sa réduction, et pour le temps libéré, et là c'est une lutte pour l'éviction de tout ce qui vient coloniser en fait le temps des gens. Et là, bon, vous pourrez relire Herbert Marcuse par exemple, qui parlait beaucoup de ça, mais en régime capitaliste et en régime capitaliste bureaucratique, on a vraiment en fait des interstices quoi, qui nous restent dans le temps libéré, et d'où l'intérêt d'avoir des journées entières, parce que 24 fois 1 heure de libre, c'est pas 24 heures de libre. Et 24 heures de libre, c'est la condition pour se sortir des effets de seuil, c'est-à-dire en fait, le réflexe de regarder mes mails parce que j'ai quand même les regarder, gérer le travail quotidien, les enfants, il y a des choses à faire, travail domestique, et en fait peut-être qu'après à 17 h il reste du temps. Et donc en cela, toute heure ne se vaut pas, à l'usine comme ailleurs d'ailleurs, et donc le jour férié, c'est l'occasion de conquérir en fait des plages temporelles larges qui sont les seules propices à la libération du temps social, et qui ne sont pas des interstices qui sont conquis pour en fait se reposer et remplacer un travail par un autre. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation.